Bonjour Patrick, comment vas-tu? Bonjour Phil, ça va, et toi? Ça va, merci. Alors, je note que nous n'avons jamais parlé des États-Unis, ou très peu, et je pense que on peut faire peut-être quelques vidéos dédiées aux États-Unis, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, non seulement sur, disons, l'image des États-Unis, mais également la politique étrangère américaine, parce que je pense que même la politique étrangère, elle est importante pour les libéraux. Et on peut expliquer pourquoi. Et je pense aussi que il est important de regarder les fondements des États-Unis. Et, euh, et donc, je pense qu'on peut commencer peut-être par l'image des États-Unis, parce que ce qui me frappe aussi, c'est souvent que en Europe et dans le monde, mais en général, on a encore tendance à penser que les États-Unis, c'est un marché libre. Et donc, beaucoup de personnes utilise l'exemple des États-Unis pour essayer de, entre guillemets, démontrer que le marché libre ne marche pas. Et je pense que c'est basé sur une erreur fondamentale de penser que les États-Unis d'aujourd'hui est un marché libre. Et c'est lié au fait à une méconnaissance, premièrement, du libéralisme. Donc, on ne sait pas exactement ce que c'est qu'un marché libre. Et nous avons déjà abordé ce concept donc, de marché libre dans les vidéos précédentes. Mais on sait aussi pas, beaucoup de personnes ne savent pas exactement quelle est la situation aux États-Unis. Et donc, on a tendance à penser, parce que il y a beaucoup de mentions de liberté aux États-Unis. Ça fait partie du mythe un petit peu des États-Unis. On parle beaucoup de liberté, mais beaucoup de personnes qui ne vivent pas aux États-Unis ne voient pas que cette liberté a quand même été fortement écornée ces dernières années. Donc, c'est un petit peu ce thème-là que je voulais aborder dans cette vidéo. Et ensuite, on pourra faire d'autres vidéos plus tard sur d'autres éléments des États-Unis. Mais que penses-tu de cet aspect image? Ne penses-tu pas qu'elle nuit quand même un petit peu au libéralisme et à la propagation en réalité des idées libérales? Alors, il est vrai que je ne suis pas un spécialiste des États-Unis, je ne vis pas aux États-Unis, je suis allé plusieurs fois. Cela dit, le problème que tu abordes est intéressant parce que c'est vrai que quand on parle de libéralisme en France, souvent les gens brandissent le fanion américain en disant oui, en Amérique, ça se passe comme ci ou ça se passe comme ça, c'est pas mieux, etc., etc., etc. Et tu as raison, ces personnes oublient que le système américain, que le système économique américain ou le système politique américain, même si par certains côtés il est plus libre que le système français, n'est quand même pas un système que l'on peut appeler libéral au sens respect de la liberté, la propriété et la personnalité. Ça, c'est certain. Par contre, c'est un exemple qui est bien utile parce que ça permet de combattre le libéralisme en France, en sachant pas aussi que en France, les gens ignorent complètement ce qu'est le libéralisme. Donc, les Français ont une fausse image du libéralisme et pour le discréditer davantage, on présente un pays qui a lui aussi une fausse image libérale. Donc, c'est sûr que dans ces circonstances, c'est très difficile à une poule de retrouver ses petits. On se retrouve dans deux cas où le libéralisme est dénigré, mais où ce n'est pas du libéralisme. Si l'on prend l'exemple de la sécurité sociale ou de la protection sociale, pareil, aux États-Unis, c'est quand on fait émettre des critiques sur la sécurité sociale en France, bien sûr, le premier argument qui ressort, ce n'est pas un argument de fond, c'est un argument émotionnel. C'est regarde les États-Unis, c'est pas mieux. Et donc, mais en fait, les États-Unis, il y a des centaines de systèmes, peut-être même des milliers de systèmes de protection sociale différents. Chaque État est différent. Et les entreprises ont des possibilités que n'ont pas les entreprises françaises. Mais ce système ne repose pas, qu'on le veuille non, sur du libéralisme. Et l'Obama, ce qu'on appelait l'Obamacare, et ce que les Français croient à tort être une sécurité sociale à la française, n'est pas non plus un système libéral. Donc,
la, l'image qu'ont les États-Unis de système libéral ou d'exemple du libéralisme ou d'exemple du libéralisme qu'il ne faut pas faire est, à mon avis, totalement erronée. Les États-Unis sont un pays occidental, je ne vais pas dire comme les autres, parce qu'ils ont un immense pouvoir, mais c'est un pays occidental qui ne diffère pas fondamentalement des autres pays occidentaux dans la manière dont il conçoit le libéralisme. Alors c'est vrai que les possibilités pour les individus sont plus vastes, ou pour les juges aussi, sont plus vastes que les possibilités qui existent en France. Ne serait-ce que sur les procureurs sont élus, les juges sont élus, la détention d'armes, voire le port d'armes est facilité. Cela dit, ce ne sont que ce n'est qu'une petite partie de ce qui fait la liberté. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses qui font la liberté, et ces autres éléments, les États-Unis ne sont pas forcément à la pointe du progrès libéral, je pourrais dire. Oui, exactement. Euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que, comme tu dis, le libéralisme est quand même plus présent aux États-Unis, du moins d'un point de vue intellectuel. Par exemple, le Mises Institute est basé aux États-Unis et c'est comme la référence mondiale. Il y a d'autres sites libertariens ou libéraux très importants aux États-Unis et qui sont regardés par des libéraux dans le monde entier. Euh, ensuite, il faut se rappeler que les États-Unis ne sont pas tout à fait un pays comme les autres, étant donné leur création, leur fondation très particulière, avec la plus ancienne constitution du monde. Cette constitution, elle a été, disons, créée pour limiter le gouvernement, mais le problème, c'est que cela n'a pas été possible. Même Jefferson, dès le début, avait compris les dangers que cette nouvelle constitution américaine, donc de 1789, donnait. Euh, c'est pour ça que Jefferson et donc les antifédéralistes, comme on les appelle, ont proposé les amendements, la liste d'amendements à la Constitution pour essayer justement d'assurer les droits citoyens vis-à-vis de l'État. Donc ça, c'est quand même révolutionnaire. En France, il y avait ces idées qui circulaient lors de la Révolution française, mais évidemment, ce genre de protection n'ont jamais été réellement proposées en Europe, ni en France, ni ailleurs en Europe. Euh, le problème aux États-Unis, c'est que malgré ces amendements de la Constitution, donc premier amendement, le droit de la liberté d'expression, c'est fondamental, il n'y a pas d'équivalent en Europe. Deux, le droit de port d'armes, c'est fondamental aussi, puisque une grande partie de la relation de pouvoir entre l'État et la société repose sur la relation, disons, de puissance aussi, hein, il faut le dire. C'est là, par exemple, où les outils de manière générale, comme l'IA, peuvent jouer un rôle, et on en parlera dans une vidéo sur l'IA. Euh, mais le problème, c'est que la Constitution américaine a été euh, violée euh, très fréquemment depuis à peu près le début, mais surtout depuis la guerre civile. Il y a des études qui montrent que surtout l'État fédéral, euh, en fait, ne pourrait pas justifier environ 60% de leurs dépenses si la Constitution américaine était suivie. Et donc ça, c'est très différent par rapport à la Constitution française, parce qu'il n'y a rien dans la Constitution française qui limite les dépenses de l'État ou qui font que l'État français doit limiter ses dépenses par rapport au PIB ou de genre de choses comme ça. Par contre, ce qui pose un problème aux États-Unis, c'est que justement, euh, nous avons cette situation qui est très peu libérale en réalité, qui est en violation de la Constitution américaine et la Cour suprême qui est supposée statuer à ce sujet, elle a été aussi cooptée par des personnes qui interprètent d'une manière très libre, très libérale,
la Constitution américaine. Et donc, c'est pour ça que beaucoup d'évolutions de disons, du gouvernement fédéral américain ont été permis. Il y a eu l'introduction euh, de l'impôt sur le revenu en 1913, qui n'existait pas. Et beaucoup disent, et moi aussi, que cela n'est pas constitutionnel. Il faut se rappeler qu'au début, le gouvernement fédéral américain devait être très très petit et devait uniquement se financer par les revenus des droits de douane. Mais évidemment, se financer que par des revenus de droits de douane, c'est également un petit peu, disons, c'est pas forcément très libéral, évidemment, puisque un C'est un libéral avis. soutient le libre-échange. Mais bref, en tout cas, si un gouvernement fédéral devait se financer uniquement par les droits de douane, cela veut dire que ce gouvernement, nécessairement, devrait rester relativement petit parce qu'effectivement, les droits de douane, si on veut un minimum exporter-importer, les droits de douane doivent rester modérés. Et cela fonctionnait comme une espèce de modération sur la taille et l'envergure du gouvernement fédéral. Alors en 1913, l'impôt sur société a été voté. Donc, c'est important parce que c'est un amendement à la Constitution américaine qui a été donc voté par les 2 tiers dans le Sénat américain, qui a ensuite été voté en majorité par tous les États des États-Unis. Ça montre bien aussi le rapport de force entre l'État fédéral et les États, les 50 États, qui a ce rapport de force a petit à petit basculé en faveur de l'État fédéral. Donc, il y a beaucoup de choses ici. J'aimerais juste mentionner, par exemple, le système de santé. Souvent, en France et en Europe, et ça m'est arrivé non seulement en France, mais également dans d'autres pays européens, on dit, ah mais regardez le système de santé américain, il est tellement cher, tellement injuste, et ça, c'est le résultat du marché libre. Et donc, moi, j'essaie d'expliquer que le système de santé aux États-Unis n'est pas du tout soumis au marché libre. Il y a énormément de restrictions au système de santé américain et c'est un système, disons, un petit peu régulé, pratiquement, on peut dire, fasciste en réalité, où l'État a donné des faveurs euh, aux centres de soins et également aux assureurs. Et donc, il y a un manque de concurrence absolument énorme au niveau de l'assurance qui est possible dans les différents États. Et ceci contribue, dans un système très pervers, à augmenter dramatiquement les prix qui sont complètement artificiels, hein, les prix et les coûts, donc, pour les soins. Donc, je ne sais pas si toi, en tant que médecin, tu t'es un petit peu penché sur cette question, mais je pense que c'est très important d'élucider ce point euh, parce que, voilà, il faut couper court à cette notion qu'il y a un libre marché dans différents domaines de ce type que je viens de mentionner. Je pense que tu as raison que pour repartir du système de protection sociale que tu viens d'aborder, aux États-Unis, les États-Unis, c'est le pays de ce que les libéraux appellent le capitalisme de connivence. Les États-Unis sont le système. Il y a deux grands euh, complexes de capitalisme de connivence aux États-Unis, à mon avis, le complexe militaro-industriel et le complexe médico-pharmaceutique. Et quand on regarde les conséquences, on a dit que les Américains paient très cher les soins et les médicaments parce que le prix des médicaments ou des services est bien plus élevé qu'ailleurs, ce qui est vrai, mais c'est dû à différents facteurs. Par exemple, c'est un pays extrêmement judiciarisé, donc il y a euh, des procès à tout va. Quand je comparais mon assurance responsabilité professionnelle à celle de mes collègues américains quand je les ai rencontrés, ils payaient 10 ou 15 fois plus que moi et un chirurgien payait 100 fois plus qu'un chirurgien français. Et ça, c'est quand les confrères américains racontent les choses, eux, c'est dans leur mœurs. Ça ne les surprend pas parce que le prix de leurs actes tient compte de tout ça. Et puis, il y a aussi autre chose que tu as mentionné, c'est que les,
prix des médicaments sont extraordinairement élevés parce que il faut abonder le complexe pharmaceutique, le complexe pharmaceutique, et parce que dans le système américain, les dons aux candidats à l'élection présidentielle et ailleurs sont libres ou plus ou moins libres, et ce qui fait que les grands complexes, j'ai parlé du complexe militaro-industriel et j'ai parlé du complexe médico-pharmaceutique, ces grands complexes-là financent larga à main nue tous les partis politiques. Donc évidemment, il y a un retour, et il y a un retour, ça s'est vu sur la Covid. Hein. Pfizer s'est gavé, d'autres laboratoires pareils, avec un produit toxique et dangereux et qui est totalement inefficace et inutile. Bref, mais par contre, ils ont été ainsi récompensés d'autres services. Ça, c'est une chose. Après, tu as dit que il y a un événement aussi qui fait penser à ça, c'est que je saute un peu du coq à l'âne. Dans l'histoire des États-Unis, il y a quelque chose qui me paraît extrêmement important, c'est la prohibition. La prohibition, je pense, a changé pas mal, a changé en profondeur le système américain en faisant un système mafieux. Et ce système mafieux persiste encore de nos jours. L'empreinte de la mafia persiste encore de manière importante dans l'appareil américain, à mon avis. Et la prohibition euh, est n'est pas, comment ça s'appelle, vraiment sortie de la tête des Américains dans différents autres domaines. Mais ça mériterait une vidéo à elle toute seule. Pour reprendre aussi ce que tu as dit sur la Constitution américaine qui protégeait les droits individuels et qui a été trahie. Je pense que c'est vrai. Et d'ailleurs, quand Frédéric Bastiat parle des États-Unis, il dit que la Constitution américaine est très très bien faite, mais les Américains ont un gros souci, c'est l'esclavage, qui n'est pas du tout évidemment libéral, et que ça risque de tout faire capoter. Donc il avait raison, et il a raison aussi sur une autre part quand il dit que l'État a une propension extraordinaire et irrépressible à s'étendre, et aux États-Unis, même la Constitution la plus libérale, l'État, enfin l'étatisme, les gens qui ont confisqué l'appareil législatif, ce que va s'appeler la spoliation légale, l'appareil légal, de contrainte légale, ces gens-là, même aux États-Unis, ont réussi à, on va dire, passer par-dessus la tête ou mettre l'esprit de la Constitution sur le tapis pour construire un pays où il y a une réelle autorité de l'État fédéral aux dépens des États et aux dépens aussi des États des 50 États que tu disais, mais aussi aux dépens des personnes et des individus. Donc, c'est vrai que les États-Unis ont une histoire récente, mais c'est vrai que les États-Unis ont vite rattrapé les défauts de l'étatisme, je dirais. Oui, oui, exactement. Et le problème quelque part aussi, c'est que les États-Unis, d'une certaine manière, ils sont, euh, c'est un pays très neuf, très nouveau, mais en même temps, elle se base sur des idées assez anciennes euh, de, de république plus que démocratie, en ayant une constitution qui est quand même maintenant aujourd'hui très ancienne. Et c'est ça aussi qui crée beaucoup de tensions aux États-Unis, parce que, pour revenir à ce que tu dis, en fait, nous avons deux étages en réalité. Nous n'avons pas de suffrage universel, nous avons un gouvernement fédéral qui est effectivement élu, mais il faut se rappeler qu'il n'est pas élu par le peuple directement, il est élu par le collège électoral. Et le collège électoral est constitué des représentants des différents États. Et donc ceci crée, disons, une démocratie qui n'en est pas réellement une. Et en fait, il n'y a à aucun moment dans la Constitution américaine le mot démocratie. Et ce n'est pas une démocratie, alors qu'il considère en permanence que nous sommes cette grande démocratie, mais en réalité, c'est plus une république. Et le problème, alors tout, ça va, hein, ça va très bien d'avoir une république, mais dans ce cas, il faut effectivement suivre à la lettre la Constitution américaine qui donc n'est pas suffisamment précise à certains égards et peut-être et évidemment assez vieille, donc même les pères fondateurs dans toute leur sagesse n'arrivaient pas forcément à prévoir tous les transformations de la société
Et donc, il est impossible d'être précis dans ce cas-là, parce que dans ce cas, on devient erroné. Euh, donc, il y a des problèmes réellement de fond et qui vont à l'encontre de la liberté. Et on le voit bien aujourd'hui dans cette espèce d'oligarchie corrompue que nous retrouvons à Washington, dans le gouvernement fédéral. Par contre, c'est ça qui est aussi un petit peu contradictoire, qui font que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre les États-Unis. Si on regarde au niveau étatique, il y a effectivement un, une forte composante démocratique au niveau étatique et on peut dire quand même un marché qui est bien plus libre au niveau local que dans la plupart des pays européens. Et c'est pas une coïncidence que si vous prenez l'État le plus pauvre aux États-Unis, il est équivalent pratiquement aux pays les plus riches en Europe. Et ce n'est pas difficile à comprendre. Hein. C'est dû aussi au fait que les investissements, le libre marché ont pu fonctionner plus ouvertement et sans entrave aux États-Unis. Cependant, il y a aussi un point qui est important de mentionner, c'est la création de la réserve fédérale, qui est également, à mon avis, anticonstitutionnelle, également créée en 1913, donc c'est réellement un cartel privé, un cartel de banques privées, et en réalité, qui, eux, aujourd'hui, contrôlent le dollar, la production du dollar et donc l'inflation, les taux d'intérêt, et ceci, évidemment, ajouté à cela le privilège exorbitant du dollar, comme a mentionné Giscard d'Estaing, qui fait que les États-Unis ont un accès au capital et à l'investissement qui est tout à fait artificiel, qu'on n'aurait pas dans un marché libre. Et cela crée évidemment énormément d'investissements, mais qui ne profitent pas à la population. Ce sont des investissements qui, comme tu dis, vont dans des secteurs très précis, comme le complexe militaire-industriel qui en bénéficie énormément de cette manne qui est créée au niveau fédéral. Voilà. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose. Je pense qu'on Oui, peut juste, éventuellement s'arrêter là et après recontinuer avec d'autres vidéos sur les ouais, États-Unis. oui, juste deux petites phrases. Que nous avons fait des vidéos très critiques sur la démocratie qui donne le pouvoir à celui qui obtient, au point de vue électoral, la moitié des voix plus une. Que ce système soit une démocratie directe ou une démocratie indirecte, ça ne change rien. Ce n'est pas un système de liberté. Après, Tout à bon, fait. il faut aussi reconnaître, comme tu l'as fait là, que le système économique américain, la législation sur le travail, le droit du travail, etc., les innovations sont quand même, et le financement des innovations sont quand même plus souples et plus performantes qu'en Europe. Il faut quand même rendre à César ce qui est à César, même si César n'est pas tout Tout à à fait fait. libéral. Tout à fait. Voilà. Merci Patrick. Merci, Finn.